C'est ça, je vais parler aujourd'hui de comment soulager la douleur au dos, comment la prévenir. En fait, je fais un petit plan de la présentation, là, donc je vais me présenter brièvement, même si ça a déjà été fait, juste un peu mon parcours, puis pourquoi j'étudie la douleur au dos aujourd'hui. Je vais en fait aussi rapidement couvrir les causes de la douleur au dos, donc d'où ça vient, tout ça, et finalement, qu'est-ce que les meilleures évidences scientifiques là, nous recommandent pour soulager ou prévenir la douleur là, en 2024. Donc, si on commence tout de suite avec qui je suis et pourquoi est-ce que j'étudie la douleur au dos, en fait, là, moi, j'ai une relation amour-haine là, avec la douleur au dos. C'est-à-dire qu'amour dans le sens où c'est mon sujet de recherche présentement, mais haine dans le sens où j'ai été moi-même victime de douleur au dos. Et j'ai aussi beaucoup de personnes dans ma famille, là, tu sais, je connais ça depuis aussi loin que je me souvienne, en fait. Dans ma famille, il y a des gens qui souffrent de douleur au dos. J'ai plusieurs oncles qui sont invalides aujourd'hui à cause de la douleur au dos. Mon père lui-même, encore à ce jour, en fait, là, il va rater plusieurs jours de travail par année, bon an, mal an, mais à cause d'un épisode de douleur au dos. J'ai moi-même, c'est ça, j'ai, comme je disais, souffert de douleur au dos. En fait, quand j'étais au secondaire, hein, secondaire, début de cégep, je faisais de l'haltérophilie, donc soulever des poids comme ça, comme on peut voir aux Olympiques de compétition. Et à force de pratiquer ce sport-là, j'ai développé une vive douleur au dos qui a duré en fait 2 ans. Et c'est ça, j'ai essayé plein de traitements, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai fait plein de choses. J'arrivais pas à me débarrasser de ce problème-là qui m'empêchait de compétitionner. Et c'est finalement une chiropraticienne là, qui a réussi à m'aider à soulager cette douleur-là. Donc, ça m'a inspiré, là. J'étais à ce moment-là de ma vie où j'étais au cégep puis je cherchais quoi étudier, quoi faire comme carrière. Et donc, le fait d'être soulagé là, en chiropratique qui m'a inspiré à aller étudier dans ce domaine-là. Et donc, en 2009, là, je commençais mon doctorat en chiropratique avec cette belle gang de fous ici. Et donc, j'ai étudié, j'ai fait mon doctorat en 5 ans, comme tout le monde. Et on a ensuite, contrairement à mes collègues, par contre, c'est ça, j'ai débuté ma carrière, non au Québec, mais à l'international. Là. Donc, j'ai décidé d'aller travailler à l'étranger là, pour le plaisir de voyager. J'ai travaillé en République dominicaine. Ensuite, j'ai travaillé au Pérou et j'ai aussi travaillé en Chine, en fait. Donc, j'ai pu constater là, de mes yeux vus que la douleur au dos, il y en a partout, puis c'est la même chose. Tout le monde, c'est un fléau mondial, en fait, puis on le sait, les statistiques récentes nous démontrent que c'est la première cause d'incapacité ou d'invalidité là, à travers le monde parce que c'est un problème qui est excessivement dérangeant, mais qui, normalement, là, évidemment, n'atteint pas l'espérance de vie. Là. Euh, et donc, c'est ça. Pendant ces années-là, j'ai donné beaucoup de conférences là, à la radio, quelques-unes à la radio-télévision, mais surtout en clinique ou en entreprise, là, parler aux gens de comment, justement, de qu'est-ce qu'était ma profession, la chiropratique, mais aussi de comment c'est ça, soulager, prévenir la douleur. Ça m'a donné le goût d'enseigner, en fait, tout ça, de donner plein de conférences. Et donc, d'où mon retour aux études, avec mon but de tout ça, de devenir professeur, là, donc d'enseigner, de faire de la recherche dans mon domaine. Donc, en 2018, c'est ça, je revenais aux études à la maîtrise. J'ai complété une maîtrise en sciences biomédicales à l'Université de Montréal en extension à l'UQTR. Puis, je suis en fait présentement ma 4e année de doctorat là, en sciences biomédicales toujours. Là, et comme on l'a dit tantôt, là, donc mes recherches visent à clarifier comment est-ce que un des traitements qu'on utilise en chiropratique, là, les manipulations de la colonne vertébrale, soulagent la douleur au bas du dos dans ce cas-ci. Donc, je suis assez bien placé là, pour parler de douleur au bas du dos. Ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine et que je consacre ma vie. Donc, ça devrait bien aller à ce niveau-là. Si je parle maintenant de qu'est-ce qui cause la douleur au dos, en fait, je vais commencer par quelques précisions, en fait. Là. Donc, quand je dis douleur au dos, de quoi je parle exactement? Donc, quand on parle du dos, normalement, on va parler de la zone, là, si on veut, entre le bas de la tête là, et le bas des fesses, là, donc tout l'ensemble de la colonne vertébrale. On peut généralement appeler ça le dos. Pour les bienfaits de la présentation aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais me concentrer sur le bas du dos, là, donc la région entre les côtes et les fesses, si on veut. Ça ne veut pas dire que les recommandations que je vais donner ne s'appliquent pas plus haut. En fait, la plupart des recommandations sont les mêmes là, pour les autres régions de la colonne vertébrale. Il n'y a pas une grosse distinction. Il y a parfois des petites nuances, mais
en général, tout s'applique plus haut aussi. C'est juste que les sources, disons, que j'ai utilisées, là, focusaient vraiment sur la région du bas du dos. Donc, si on fait un petit cours, là, juste pour que tout le monde soit sur la même page là, de qu'est-ce que c'est que le dos, en fait, là. Donc, si je pars du plus profond possible, si on veut, si on va de l'intérieur complètement. Hein, donc, le dos, c'est formé de la colonne vertébrale, hein, ou des vertèbres. Donc, dans le bas du dos, on a 5 os euh, qu'on appelle les vertèbres lombaires, là, qui portent un nom. Hein, donc, on va les appeler L pour lombaire, justement, de 1 à 5 en descendant. Donc, la première s'appelle L1, L2, L3, L4, L5. Si on regarde une colonne vertébrale ou le bas de la colonne vertébrale de côté, donc ici c'est la partie avant, ici on a la partie arrière, c'est comme si on regardait quelqu'un du côté gauche. OK? Euh, et donc, c'est ça, on a comme des espèces de carrés ou des cylindres plutôt osseux à l'avant. Puis en arrière, on a des plus petites articulations comme ça ici. Au centre, on le voit un peu, là, donc c'est vide. Et à l'intérieur de ça, donc, là, on va avoir des nerfs et la moelle épinière, là, donc, que je vais montrer tantôt. Vous avez peut-être remarqué, entre les os de la colonne vertébrale, on a des petits coussins comme en bleu ici. On appelle ça des disques, là. Ce sont vraiment comme des coussins où à l'intérieur, il y a une espèce de gélatine, comme un jello, en fait, qui est là. La nature entourait ça comme de ruban adhésif, si on veut, pour garder le jello au centre, là. Et donc, ces coussins-là permettent d'amortir un peu les chocs de la vie quotidienne, là, qu'on reçoit. Ça nous donne une certaine élasticité et mobilité. Évidemment, si on fait juste empiler des os comme ça, c'est pas pratique, hein. C'est un peu comme un jeu de cubes en bois pour les enfants, là. On pourrait juste donner une petite poussée et tout s'effondrerait. Donc, pour aider à maintenir tout ça ensemble, la nature nous a pourvu de ligaments ou de rubans adhésifs, un peu si on veut. Donc, sur l'image ici, on voit la même colonne vertébrale. Les os sont empilés les uns sur les autres pour faire tenir ça ensemble. La nature nous a pourvu là, de ligaments ou, si on veut, de rubans adhésifs, là. Donc, on peut voir, là, il y en a un peu partout à l'avant, à l'arrière des vertèbres, sur les petites articulations aussi, entre les os, pour faire tenir tout ça ensemble droit. Maintenant que ça tienne tous ensemble, c'est pratique, mais ça ne nous permet pas de bouger. Et donc, on a plein de petits muscles qui s'attachent entre chaque os de la colonne vertébrale. Ici, on regarde encore une fois quelqu'un de dos, donc on a la tête ici en haut, le bassin en bas. Ici, les bras sont absents pour le moment, là. On peut voir les petites pointes là, de la colonne vertébrale de dos et tous les petits muscles qui s'y rattachent. Ces petits muscles-là ne sont pas si forts que ça. En fait, ils nous permettent beaucoup de nous informer. Ils ont plein de récepteurs pour nous informer comment on est positionné dans l'espace. Donc, c'est ce qui nous permet de nous redresser quand on est croche, par exemple. Par-dessus ces petits muscles-là, on va ajouter des muscles de moyenne taille. Donc, on en a vraiment beaucoup, encore une fois. Et par-dessus les muscles de moyenne taille, on va rajouter des muscles de très grande taille. Et c'est l'ensemble de ces muscles-là là, qui nous permettent de bouger, de forcer, de faire tout ce qu'on a à faire au quotidien. À travers tout ça, on va passer différents nerfs et vaisseaux sanguins pour fournir le sang et le courant électrique que tous ces morceaux-là ont besoin pour fonctionner. OK? Les nerfs, là, je l'ai pas montré jusqu'à présent, mais ça vient de l'intérieur de la colonne vertébrale, comme je le disais un peu tout à l'heure, là. Donc ici, on a scié en fait l'arrière de la colonne vertébrale pour voir l'intérieur. Donc on voit qu'il y a la moelle épinière qui descend pas tout à fait jusqu'en bas, qui arrête dans le haut du bas du dos, si on veut. Et qu'après ça, là, donc, on a ce qu'on appelle les racines des nerfs. Et les nerfs là, sortent entre chaque vertèbre de chaque côté pour se diriger dans toutes les régions de notre corps pour nous permettre de sentir les choses, mais aussi pour donner les ordres là, à chaque morceau, donc aux muscles de se contracter, aux organes de bien fonctionner. Et donc, ça, c'est un résumé de l'anatomie de notre dos. Et qu'est-ce qui maintenant, d'où vient la douleur au dos? En fait, chacune des choses que j'ai nommées, hein, donc que ce soit les os, les ligaments, les disques, donc les coussins entre les os de la colonne vertébrale, les nerfs, les muscles, tout ça, une blessure à n'importe quelle de ces structures-là peut nous donner de la douleur au dos. Il y a aussi d'autres causes. OK? C'est ça que souvent on oublie. Mais par exemple, sur l'image ici,
Celle de droite, là, donc on voit les reins. En fait, les reins sont situés à l'arrière, là, dans le ventre, très près de la colonne vertébrale. Donc, par exemple, hein, un problème au rein peut aussi nous donner une douleur au dos. Les gens qui ont déjà eu une pierre au rein, par exemple, là, se sont sûrement rendus compte, là. Donc, ça donne une douleur au dos assez impressionnante. Plein d'autres choses, hein. Par exemple, chez les femmes, là, des problèmes à l'utérus peuvent donner une douleur au dos. Il y a plusieurs femmes, d'ailleurs, ils vont sentir une douleur au dos à chaque fois qu'elles ont leurs règles, là, par exemple. Donc, c'est quelque chose de très fréquent. Juste en avant de la colonne vertébrale, on a le plus gros vaisseau sanguin du corps, là, qu'on appelle la aorte abdominale, qui est la grosseur d'un boyau d'arrosage environ, qui passe juste devant la colonne vertébrale. Et si, pour une raison ou une autre, là, des fois, il y a comme une balloune qui se crée dans ce tuyau-là, donc il va gonfler, hein, ce qu'on appelle un anévrisme de l'aorte abdominale. Donc, ça peut être une cause de douleur dans le bas du dos aussi. Il y a plusieurs cancers qui peuvent donner des douleurs dans le bas du dos. Il y a des infections également qui peuvent donner des douleurs dans le bas du dos. Donc, hein, plein de choses qui peuvent nous donner des douleurs dans le bas du dos. Maintenant, d'où vient la douleur? Ça dépend si la douleur, elle est aiguë ou si elle est chronique. OK? Donc, la définition, en fait, là, c'est seulement une séparation dans le temps. OK? Donc, si on a une douleur depuis plus de 3 mois, on va appeler ça une douleur chronique. Si ça fait moins de 3 mois, on appelle ça une douleur aiguë. C'est vraiment une définition arbitraire là, qui a été faite par les chercheurs à ce niveau-là. Maintenant, encore une fois, hein, d'où vient la douleur? Chaque personne est un peu différente. C'est du cas par cas. Il faut examiner chaque personne. Là, quand ça fait plus de 3 mois, généralement, les gens ont consulté. Et donc, les causes graves, hein, donc, comme je disais tantôt, de cancer, d'infection, de problèmes vasculaires ou autres, hein, ont été généralement éliminés. Donc, qu'est-ce qui reste? Bon, ça peut être une blessure, hein, comme on a dit, à toutes les structures que j'ai nommées là, avant, que ce soit les ligaments, les os, les muscles, les nerfs. Une blessure habituelle, hein, euh, à moins que ce soit une blessure tellement grave que c'est impossible de guérir normalement, si on veut. Mais une blessure habituelle, ça se guérit, hein. On peut même, tu sais, si on se fait une fracture au bras, par exemple, on met un plâtre pendant 4 à 6 semaines, puis la fracture est guérie. Donc, pourquoi est-ce que des gens gardent des douleurs pendant des mois ou des années? C'est en fait une question que les chercheurs se posent depuis longtemps avec cet aspect-là de douleur chronique. Donc, pourquoi la douleur reste si normalement une blessure qui pourrait être au tissu, hein, quand je dis au tissu, là, c'est les os, les muscles, les ligaments, les nerfs, non, ça guérit euh, normalement, hein, à moins qu'il y ait des complications. Et donc, avant, dans la littérature scientifique, on appelait ça des lombalgies chroniques non spécifiques. Donc, ce qui est, à ce qu'on pense, là, ce qui est rapporté, la plupart des gens qui ont mal au dos depuis longtemps, ça serait ce qui est le diagnostic là, qui était posé avant. Donc, lombalgie chronique non spécifique, ce qui veut dire, lombalgie, les gens ont de la douleur dans le bas du dos, chronique depuis plus de 3 mois. Non spécifique, ça veut dire on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à identifier la structure qui leur fait mal. On ne comprend pas vraiment d'où vient la douleur chez ces gens-là. Maintenant, depuis quelques années déjà, depuis 2019, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu dans sa classification internationale des maladies que la douleur chronique est un problème en soi. C'est une maladie. OK? Quand je dis une maladie, ce n'est pas comme la grippe ou l'infection à la COVID-19, par exemple. C'est un trouble différent, OK? C'est-à-dire que c'est un mauvais fonctionnement du système nerveux, si on veut, de la moelle épinière du cerveau, où on a des mécanismes qui sont impliqués, qui normalement qui fonctionnent moins bien qu'ils le devraient, ce qui fait que la douleur reste pour des longues périodes, ce qui est contraire à comment ça devrait fonctionner normalement. Parce que la douleur, normalement, c'est simplement un signal d'alarme que le corps nous envoie pour nous dire qu'il y a une blessure quelque part. Et donc, la douleur disparaît quand la blessure disparaît aussi. Donc, que la douleur reste pendant des mois, il y a plus de but à ça. Au moins que la douleur reste, mais comme je disais, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Et donc, on a un niveau de diagnostic là, qui est possible, qui reconnaît en fait ce phénomène-là, que la douleur chronique est maintenant le problème en soi. On appelle ça une lombalgie chronique primaire. Ce qui veut dire, encore une fois, on a mal au dos dans le bas du dos depuis plus de 3 mois et maintenant, c'est ça le problème. C'est que la douleur est présente depuis plus de 3 mois. Il n'y a pas nécessairement
de blessure là, associée à ça. En fait, la définition exacte, c'est ça. C'est qu'une douleur persistante ou récurrente, hein, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir mal tout le temps. On peut avoir mal quelques jours, quelques semaines par mois, par exemple, qui est ressenti dans les muscles, les os, les articulations, les tendons du bas du dos, qui est caractérisé, soit par une détresse émotionnelle importante, hein, comme l'anxiété, la colère, la frustration, une humeur dépressive, et en même temps, qui n'a pas senti un peu de frustration, de colère quand on a mal depuis des mois ou des années. C'est assez normal. Ou une incapacité fonctionnelle, c'est-à-dire que ça interfère avec les activités de la vie quotidienne. Encore là, tous les gens qui ont mal au bas du dos, qui ont déjà eu mal au bas du dos, ont déjà probablement senti là, la difficulté à faire leur tâche de la vie quotidienne avec une douleur comme ça. Et deux, donc le deuxième aspect de la définition, c'est que là, l'important, c'est que ça ne peut pas être attribué directement à une maladie connue ou à un dommage au tissu. OK? Donc, c'est ce que je parlais tantôt. C'est qu'on a une douleur qui est importante, mais qui dépasse euh, ce qu'on peut observer. Donc, si on fait, par exemple, de l'imagerie chez les gens, on n'est pas capable de voir une blessure assez grande qui explique toute cette douleur-là. OK? Donc, c'est vraiment ce qu'on pense dernièrement, un problème de fonctionnement dans le système nerveux, dans les neurones qui envoient le message de douleur, mais aussi dans les neurones qui, normalement, envoient des messages pour calmer la douleur. Il y a comme un débalancement dans tout ça qui fait que les gens ressentent de la douleur de manière anormale ou inhabituelle. Donc, comment est-ce qu'on peut soulager ou prévenir cette douleur chronique au dos-là? En fait, là, ici, je fais deux précisions importantes. La première, qui vient d'un chercheur assez connu, là, mais que j'avais entendu dans une conférence, la question n'est pas tant de savoir quel traitement fonctionne, mais plutôt quel traitement fonctionne pour quelle personne. Parce que vous allez voir, là, je vais donner des recommandations tantôt qui ont été émises par plusieurs études. Les études, on fonctionne avec des moyennes. C'est-à-dire, on prend un groupe de gens et là, on rassemble tout ça, on fait une moyenne. On dit, en général, ça fonctionne pour ces gens-là. Ça se peut très bien que quelque chose qui a été recommandé en général ne fonctionne pas pour vous ou vice-versa. Quelque chose qu'on recommande de ne pas faire fonctionne pour vous. C'est le problème un peu avec la science. On fonctionne beaucoup en général et en moyenne. Il n'y a personne qui est lui-même la moyenne. OK? Donc, c'est important de, je pense, quand même suivre les recommandations parce que ce sont des choses qui ont été démontrées. Mais il faut toujours garder un grain de sel dans tout ça parce que il est possible que votre expérience personnelle diffère de ce que la science peut démontrer. Donc, les recommandations que je vais donner proviennent en fait d'un rapport là, très récent, sorti en décembre 2023, si je ne me trompe pas, qui était de l'Organisation mondiale de la santé, qui a rassemblé un groupe d'experts qui ont émis ce rapport-là, donc directive de l'Organisation mondiale de la santé pour la prise en charge non chirurgicale de la lombalgie chronique primaire chez les adultes dans les... Bon, il y a une faute dans le titre, mais c'est bon, c'était dans le document français qui a été mal traduit, dans les établissements de soins de santé primaires et communautaires. Donc, si on plonge tout de suite dans les recommandations, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la douleur au dos chronique primaire? La première recommandation, c'est de s'éduquer, de recevoir des conseils structurés, un peu ce que vous faites en ce moment, en fait. Donc, de parler à des gens qui connaissent ça pour comprendre le phénomène puis voir ce qu'il en est. Donc, ça peut avoir un effet rassurant chez les gens. On sait d'ailleurs que c'est ça. Moi, je le sais, mais je vous l'apprends en ce moment. Selon les études, là, les douleurs au dos qui durent depuis longtemps, souvent, la crainte que les gens ont, c'est que ça s'aggrave, hein, parce que là, on a mal beaucoup, puis là, on a peur que ça continue de s'empirer avec le temps, puis qu'on ne soit plus capable de rien faire, qu'on devienne vraiment incapacité. Euh, c'est pas impossible, mais dans la plupart des cas, ce que les études nous démontrent, c'est que c'est une condition qui est très stable dans le temps. C'est-à-dire que les gens qui ont de la douleur, sans traitement, là, disons, on va garder cette douleur-là à un niveau similaire, un niveau de fonctionnement aussi similaire pendant très longtemps. En fait, les plus longues études que j'ai vues, c'était environ sur 20 ans. C'est ça, les gens, ils conservent leurs problèmes. Comme ça ne semble pas s'aggraver avec le temps. La deuxième recommandation est de suivre un programme d'exercice structuré. Donc, un qui a été émis par un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, un chiropraticien, un physiothérapeute, un kinésiologue, par exemple. Donc, l'exercice physique, c'est une intervention qui est difficile à battre parce que ça coûte vraiment pas cher. Il y a à peu près pas de risque, très peu de risque, puis c'est ça, ça implique les gens.
puis de s'impliquer dans ses soins, d'être actif dans ses soins, c'est quelque chose de connu qui aide beaucoup tous les traitements possibles. On parle aussi de recevoir, en fait, différents traitements, hein, différentes thérapies manuelles, qu'on pourrait dire. Donc, des manipulations de la colonne vertébrale, ce que les chiropraticiens font tous. Quelques physiothérapeutes également qui ont le droit de pratiquer là, ce traitement-là. Donc, ça, c'est quand un professionnel de la santé pousse sur la colonne vertébrale. Là, souvent, ça s'accompagne d'un craquement comme ça ici. Euh, et donc, ça, c'est une intervention qui est sécuritaire et recommandée là, pour soulager les gens qui ont mal au bas du dos depuis longtemps, de recevoir des massages également ou des thérapies par aiguille, là, donc comme l'acupuncture, par exemple, des aiguilles sèches, là, souvent qui peuvent être utilisées par plusieurs physiothérapeutes. Ce sont des choses dans le rapport de l'OMS qui étaient recommandées pour soulager la douleur au bas du dos. Les autres recommandations, donc j'ai rassemblé ici, c'est ça, dans les 8 points, là, que les choses qui étaient les plus recommandées dans le rapport, ce qui avait le plus d'évidence. On parle de point 5, là, suivre une thérapie cognitivo-comportementale. Ça peut sembler étrange. Donc, c'est de suivre une thérapie avec un psychologue, là. C'est une approche en psychologie qui existe, la thérapie cognitivo-comportementale. Ça peut sembler étrange comme ça. On dit, j'ai de la douleur dans le bas du dos, pourquoi j'irai voir un psychologue? C'est qu'en fait, on remarque, là, c'est pas dans tous les cas, mais il y a plusieurs cas de douleur où c'est la façon dont les gens perçoivent la douleur qui est problématique. OK? Donc, ça nuit, si on veut, à l'amélioration, parce qu'il y a beaucoup d'idées négatives et de catastrophisation du problème qui est fait. Et donc, si on peut défaire ces mauvaises pensées-là, des fois, ça peut aider les gens à s'améliorer. On parlait de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens aussi, donc en vente libre, il y en a plusieurs à la pharmacie. Euh, j'ai mis quelques marques ici, là, donc c'est évidemment, je recommanderais là, de suivre les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien là, par rapport à ça, de ne pas juste y aller par vous-même comme ça, même si c'est en vente libre. Parce qu'il peut y avoir des effets secondaires associés à ces médicaments-là quand même s'ils sont en vente libre. Point intéressant qui n'était pas là dans les derniers rapports, là, donc l'application locale de piment de Cayenne. Donc, encore une fois, ce sont des crèmes en vente libre à la pharmacie qui existent. Il y en a quelques-unes là, sous prescription aussi à des concentrations plus fortes. Donc, c'est vraiment une crème qu'on s'applique dans le bas du dos c'est du piment fort, en fait, là. Donc, c'est l'ingrédient actif du piment fort qu'on appelle la capsaïcine. Donc, ça chauffe, ça crée une sensation là, de chaleur brûlure. Puis la théorie derrière ça, c'est que c'est les mêmes neurones là, qui nous font sentir la douleur, qui nous font sentir là, cette chaleur brûlure-là de l'application de piment de Cayenne. Et donc, si on en applique plusieurs fois, on vient épuiser, si on veut, nos neurones de douleur. Et donc, quand ils sont épuisés, on n'est plus capable de ressentir la douleur parce que les messagers, si on veut, sont trop fatigués pour envoyer le message. Donc, c'est une des recommandations qui peut être faite. Honnêtement, c'est la première fois que je la voyais pour le bas du dos, celle-là. Normalement, elle est utilisée pour traiter d'autres sortes de douleurs, mais euh, donc c'était dans le rapport, je l'ai inclus ici. Finalement, on parle de recevoir des soins biopsychosociaux à composantes multiples dispensés par une équipe pluridisciplinaire, là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire simplement en fait de faire tous les points 1 à 7 là, dont j'ai parlé avant, finalement. Donc, de recevoir, oui, des thérapies physiques, manuelles, oui, des exercices, oui, de la psychothérapie, oui, des médicaments peut-être. Évidemment, plus on fait de choses ensemble, puis si en plus c'est géré par une équipe qui se parle pour le bienfait des personnes, on a beaucoup plus de chances de s'améliorer. Le problème dans la réalité, c'est que c'est très rare que des équipes comme ça existent pour une raison logistique, mais aussi d'une raison de coût. On comprendra que si on a 8 professionnels qui travaillent sur nous en même temps, ça devient très dispendieux, tout ça. Maintenant, dans le rapport, il y a aussi quelques recommandations, hein, des choses à ne pas faire. Donc, pourquoi ces choses-là sont à ne pas faire? Ce sont soit parce que, un, elles ont été montrées inefficaces, donc il ne faut simplement pas perdre notre temps à essayer ça parce qu'il y a peu ou pas de chances que ça fonctionne, ou que les risques par rapport à l'intervention sont jugés plus grands que les bénéfices possibles. OK? Donc, ce qui était présent dans le rapport de l'OMS, encore une fois, c'était les choses à éviter. OK? Donc, des tractions, donc des espèces de machines là, sur lesquelles on peut se faire comme attacher, qui vont étirer la colonne vertébrale. Ça ne semble pas fonctionner.
de recevoir des ultrasons thérapeutiques non plus, et la neurostimulation électrique transcutanée, là, le fameux TENS, là, ça s'achète à la pharmacie même, là. Donc, il y a des électrodes qu'on peut se coller sur la peau qui nous envoient un faible courant électrique, là, ça fait comme un picotement sur la peau. Ça ne semble pas fonctionner pour soulager les douleurs au dos. D'utiliser des attelles ou des ceintures ou des supports lombaires, OK? Donc, des espèces de grosses ceintures qu'on peut mettre là, pour se supporter le dos. Souvent, on voit les gens faire ça, là, surtout les gens qui travaillent très physique vont se mettre ça hein, pour s'aider à faire leur journée. À long terme, ça semble être problématique, là, donc c'est à essayer à éviter le plus possible. On parle aussi d'éviter les opioïdes, là, donc les médicaments comme la morphine, par exemple, les antidépresseurs qui sont prescrits pour la douleur au dos, évidemment, hein, s'ils sont prescrits pour la dépression, tout va bien, on continue. Les anticonvulsivants, les relaxants musculaires, tous des médicaments qui semblent être inefficaces là, pour soulager la douleur au dos qui dure depuis longtemps. On a aussi les glucocorticoïdes, là, donc par exemple le plus connu, la cortisone, là, donc éviter des choses comme la cortisone, euh, c'est une chose à faire et de recevoir des anesthésiques locaux injectables. Moins commun au Québec, là, je l'ai vu beaucoup en Amérique du Sud, là, où des gens vont s'injecter eux-mêmes là, des médicaments pour essayer de se soulager. Donc ça, c'est à éviter aussi les risques plus grands que les effets bénéfiques possibles. Donc, un conseil supplémentaire que j'ajoute, là, c'est que quand c'est possible, choisissez des thérapeutes là, en qui vous avez confiance, que vous sentez compétent, que vous sentez à l'écoute de vos besoins, puis avec qui vous êtes prêt à travailler finalement pour atteindre vos objectifs. Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent que l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire l'alliance, la relation qui existe entre une personne et son thérapeute, a une grosse influence sur les résultats des soins, peu importe le traitement. Si on s'entend bien avec la personne, si on a confiance en cette personne-là, si on travaille ensemble vraiment à l'atteinte d'un but, tous les traitements vont mieux fonctionner. Donc, peu importe le traitement qu'on fait. Donc, des fois, ce n'est pas toujours possible. Évidemment, surtout dans le domaine médical, quand on va à l'hôpital, souvent, on n'a pas le choix de notre médecin. OK? Mais si on va voir, par exemple, un chiropraticien, un physiothérapeute, ou etc., là, on a plus le choix. Hein. Donc, si on ne s'entend pas avec une personne, on peut simplement demander de nous référer ou choisir nous-mêmes quelqu'un d'autre pour avoir la meilleure expérience de soins possible. Finalement, je voulais terminer avec une petite note sur la prévention de la douleur. Donc, ici, je parle évidemment parce qu'on a plusieurs niveaux de prévention, hein. Donc, de ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'on a déjà le problème, on veut juste éviter que ça s'aggrave et également même, à la limite, l'améliorer. OK? Parce que éviter juste de se blesser, on a plusieurs conseils pour ça aussi, mais c'était pas l'objectif de la présentation ici. Donc, on veut vraiment juste c'est ça. Et pour améliorer le problème ou éviter que le problème s'aggrave dans le temps, on a trois gros facteurs là, qui viennent jouer là-dessus. On parle du sommeil, de l'activité physique et du soutien social. OK? Je vais en parler brièvement. J'ai mis les liens là, vers plus d'informations pour ça que j'ai envoyé tantôt qui pourront vous être transmis, là, soit dans le chat ou ailleurs, par la suite que vous puissiez lire les documents par vous-même, là. Mais on connaît beaucoup comment la douleur peut affecter le sommeil. Hein. Ça, on va dire, ah, j'avais tellement mal que j'ai très mal dormi, euh, des choses comme ça. Mais la relation fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si on dort mal, ça va augmenter notre douleur. C'est connu, donc ça va affecter des choses dans notre corps qui font qu'on a plus de douleur quand le sommeil est mauvais. Et donc, de faire des actions pour favoriser une bonne qualité de sommeil peut venir aider à diminuer notre douleur ou empêcher qu'elle dure plus longtemps également. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues. L'activité physique, j'en parlais tantôt. Donc, ça fonctionne pour soulager la douleur, mais ça fonctionne aussi pour prévenir la douleur. Donc, d'en faire le plus souvent possible, selon nos limites, selon nos capacités. C'est vraiment un des meilleurs outils qu'on a là. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste bon pour la douleur au dos, c'est bon pour l'ensemble de la santé aussi. Et à peu près toutes les maladies qui existent, là, hein, surtout des problèmes qui affectent beaucoup de gens présentement, comme les problèmes cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc, très bon conseil à suivre, de faire de l'activité physique le plus possible selon nos limitations, selon nos capacités. Donc, y aller graduellement. Puis, il est possible que l'activité qu'on fait augmente la douleur momentanément. Puis c'est correct. Il faut apprendre à vivre avec ça. OK?
c'est possible que la douleur augmente un peu. Ce qu'on veut, c'est que ça revienne à son niveau initial, donc au niveau de douleur qu'on avait avant l'activité dans les heures qui suivent. OK? On ne veut pas s'aggraver, évidemment, en faisant l'activité, mais c'est normal d'avoir un peu plus mal quand on fait de l'activité physique. Et finalement, le soutien social, donc, des fois, si on a des limitations dans nos activités, on n'est pas capable de faire tout ce qu'on voudrait. On a simplement besoin de parler à quelqu'un. Il y a différents niveaux de soutien social. Et juste d'avoir des gens qui sont là pour nous aider dans ces besoins-là. Puis c'est de nous aider assez. C'est juste la façon dont on a besoin. Parce qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que des gens qui avaient un entourage qui était trop aidant, si on veut, donc quasiment qui les empêchait de tout faire parce qu'ils faisaient tout à leur place. Ça aide pas les gens à avoir moins de douleur. OK? Mais juste d'avoir le soutien qu'on a besoin, sans plus, ça peut aider à prévenir la douleur. Donc, je voulais remercier en fait le RQRD et vous tous là, de m'avoir écouté. Jusqu'à présent, je vais être. Donc, c'était la fin des choses que je vais vous parler présentement. Une petite photo, peut-être vous reconnaissez Alice, là, qui a pendant un moment animé les rencontres ici, là, faire la parole aux étudiants-chercheurs. Quelques membres du laboratoire dans lequel je suis, on est dû pour reprendre la photo, puis là, ces personnes-là qui ont maintenant gradué. Merci à tous les organismes subventionnaires là, qui financent mes travaux et mon doctorat. Je vous mets les références ici, puis je vais être prêt à répondre à vos questions.